Donc la région s'appelle le Bas-Chablais, avec comme chef-lieu de canton le village de Douvaine. Donc c'est une région majoritairement rurale, avec toute une série de petites fermes agricoles qui vivaient de l'élevage ou de la culture des céréales. C'est une région catholique où le poids du curé est très important, que ce soit par la proportion de personnes qui vont à la messe et qui pratiquent le rite catholique, ou par les mouvements de jeunesse, comme la jeunesse agricole catholique. C'est une région aussi qui a la particularité d'entretenir des liens étroits avec Genève. C'est ce qu'on appelle l'Interland de Genève. C'est un bassin d'approvisionnement pour Genève. Et la majorité de ces agriculteurs ou petits commerçants commerçaient avec Genève. On vendait les produits agricoles sur les marchés de Genève. Il y avait aussi beaucoup de franchissements de frontières avant la guerre, donc franchissements légaux qui visaient à aller sur Genève pour consommer, pour se divertir, pour voir des parents, pour se promener. Donc je dirais que la frontière était franchie quasi quotidiennement par ces personnes. Et la guerre a constitué un choc, parce que c'est le moment où on ferme la frontière, et où pour aller sur Genève, il faut des laissez-passer ou des autorisations spéciales qui sont très difficiles à obtenir. On a appris ça un après-midi dans la cour, je me rappelle toujours. Puis moi, je me rendais pas bien compte, j'étais une gamine. Hein. Oui, puis les cloches avaient sonné à Saint-Sergue. Ils ont sonné le tocsin à l'église à Saint-Sergue. Donc la filière de Douvaine a été créée par l'abbé Jean Roset, qui était archiprêtre de la paroisse de Douvaine. C'est une filière qui commence ses premiers passages, selon les témoins, en décembre 1941, mais la majorité des passages interviendront sous l'occupation italienne de la frontière, de la fin 42 jusqu'à la septembre 43 avec le retour des Allemands. Mais on constate qu'ils se sont intensifiés un peu avant aussi, au moment où les grandes rafles de l'été 42 se mettent en place en France, et où il y a un mouvement, un déplacement des Juifs vers la frontière qui espèrent gagner un refuge dans la Suisse neutre. Donc la filière de Douvaine était composée majoritairement d'agriculteurs, de paysans locaux, que les deux curés de Douvaine et de Veigy-Foncenay, donc l'abbé Jean Roset à Douvaine et l'abbé Michel Chevrier à Veigy-Foncenay, ont sollicité, car c'était des bons croyants et qui faisaient partie des mouvements de jeunesse, comme la jeunesse agricole catholique. Ils se connaissaient tous, ils avaient une connaissance de la frontière également, parce que c'était souvent d'anciens contrebandiers, et du coup ils avaient cette connaissance des lieux où on pouvait franchir facilement la frontière. Les passeurs de la filière de Douvaine étaient principalement Joseph Lançon et Thérèse Neury-Lançon, qui est ma grand-mère, et Joseph, mon arrière-grand-père. Ils étaient aidés de leur commis agricole, François Périllin. Donc au moment où les Allemands se réinstallent à la frontière en septembre 1943, après que Thérèse ait été incarcérée à l'hôtel Pax pour dénoncer son père, ce qu'elle ne fit jamais, la filière a cessé ses activités. Joseph Lançon s'est caché pour essayer d'échapper aux Allemands, mais finalement la filière est démantelée en février 1944, au moment où l'abbé Jean Roset, Joseph Lançon, François Périlla et le père Figuet, qui était le directeur de l'orphelinat de Douvaine, qui hébergeait des juifs, et sont arrêtés par la douane allemande et incarcérés au Pax, puis déportés à Auschwitz-Birkenau via le camp de Compiègne. Donc ils passent environ 40 jours à Auschwitz, puis sont évacués lors de la marche de la mort pour fuir l'avancée des troupes soviétiques. Les Allemands ont vidé le camp d'Auschwitz et ils sont ensuite déportés à travers plusieurs camps
l'abbé Roset va décéder à Bergen-Belsen, tandis que Joseph Lançon et François Périllat vont décéder à Hersbruck, qui est un camp satellite de Flossenburg. Souvent les passages s'effectuaient de nuit. L'Hermance était beaucoup plus haute que maintenant. Et du coup, ils n'arrivent pas à reconnaître les lieux, quoi, parce que quand vous passez une rivière en pleine nuit avec la peur au ventre et où chaque bruit devient une agression, vous n'avez pas la même mémoire de la topographie des lieux que quand vous y allez en plein jour et que vous voyez qu'on passe très facilement la frontière. Ils ont pu passer en amont des grottes dans un pré qui descendait vers l'Hermance. Les grottes, il y a des grottes au bord de l'Hermance, 2 grottes dont une est vive et l'autre est un bassin, quoi, à l'intérieur de la grotte. Ces réfugiés, quand ils sont venus 20 ans plus tard, au moins, pour retrouver l'endroit où ils avaient traversé, sont entrés dans la rivière avec leurs chaussures, les hommes en tout cas, ils se sont mis un foulard sur la tête et se sont mis à prier, comme on prie devant le mur de Jérusalem. C'était impressionnant, je veux dire. Je n'avais jamais vu cela. Donc la ferme de ma grand-mère et de ses parents se situait en bordure de la frontière, près de la nationale qui relie Corzier à Douvaine, donc sur le village de Veigy-Foncenex, qui est le village qui borde la frontière. Ils n'avaient qu'à traverser la route, puis ensuite à traverser un champ pour arriver sur la frontière avec Hermance, où il y avait toute une série de lieux de passage, notamment près d'un lieu-dit qui s'appelait la Ferme aux Canards. Ce moulin était propriété d'un monsieur Monnier de Cartigny. Le moulin de Crevis, c'est près de Chevran. Et là, il y a un endroit où il y a effectivement un lieu de passage. Il y a un monument un peu plus loin qui indique ceux qui ont passé par cet endroit-là. Quand on prend une pince à couper le fil de fer, et puis qu'on va couper les fils de fer à 2 ou 3 endroits entre Hermance et Chevran. Et puis je sais que à d'autres endroits, les fils ont été coupés pour qu'on puisse passer. Et où on coupait les barbelés pour que les personnes puissent passer sous les barbelés, franchir l'Hermance et ensuite gagner le territoire suisse. Et qui se dirigeait vers la frontière française entre la France et la Suisse pour essayer de gagner le territoire suisse, qui était un territoire neutre, donc non occupé, et où les gens avaient espoir de trouver refuge pour échapper à la déportation. J'ai eu l'occasion de conduire des réfugiés, un réfugié, une fois je l'ai conduit au tram, mais dans la ferme où je travaillais, il y a eu plusieurs cas, des jeunes qui étaient convoqués en Allemagne par le service de travail obligatoire. Il n'y avait pas seulement des juifs qui étaient passés en Suisse, il y avait également des réfractaires au service du travail obligatoire, qui étaient des jeunes d'une vingtaine d'années, qui étaient convoqués et réquisitionnés pour partir travailler en Allemagne. Donc c'est une loi qui passe en février 1943. Donc les filières, en général, ne passaient pas seulement des juifs, en fait, c'est des filières qui passaient différentes catégories de population. Les réfractaires au service du travail obligatoire, qui est mis en place en février 1943 pour réquisitionner des jeunes hommes français et les envoyer en Allemagne pour participer à l'effort de guerre nazi. Et il y en a qui vont essayer de s'échapper et de passer en Suisse pour ne pas être envoyés en Allemagne, ou alors ils vont gagner les maquis. Il y a également des résistants qui peuvent passer en Suisse, soit pour donner des renseignements aux services alliés, soit pour se réfugier parce qu'ils étaient inquiétés en France. Et il y a des espions, en fait, des agents de renseignement qui passaient quand même assez couramment la frontière pour aller recueillir des informations sur les théâtres de guerre en France occupée. Parce qu'une fois j'étais tellement curieuse, j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'ils triaient les papiers.
Et puis après, il passait en Suisse, comme mon père le faisait passer en Suisse. Mais lui, il était débrouillard. Il savait où c'était le trou des chiens. Il passait souvent tout seul. La borne, elle est légèrement plus haut. Et puis il y a un bassin, vous avez vu là. Et bien c'est là, entre les deux. Il passait là. La frontière était toute entourée de barbelés. Je ne sais plus qui c'est qui les a mis, ces barbelés. C'était les Français. Nous, là, il y en avait 4 mètres là, sur la France, hein, de ce côté. C'était 4 mètres en hauteur, puis 4 mètres en profondeur. Hein. Mais en hauteur, je ne sais pas, peut-être pas 4 mètres. 2 mètres peut-être, oui. Mais ils étaient croisés comme ça. Et puis, c'était comme des chevalets, puis ils étaient croisés, et puis l'autre était recroisé. Alors là, entre deux, dessous, en coupant un, vous pouvez vous traîner comme ça, passer par-dessous. Mais c'était pas facile. Il y a donc beaucoup d'inconnus, et puis quelques-uns connus. Alors, le plus connu, c'est Mendès France. Il est presque venu pas un peu isolé, il ne savait pas trop comment se débrouiller pour trouver quelqu'un, il a eu un peu de chance, il a pu rencontrer un pêcheur de Thonon, du port de Rive, et avec un autre pêcheur, les deux pêcheurs l'ont fait passer en Suisse. Les Kudelskis étaient originaires de Pologne, de Varsovie très exactement, que cette famille est venue en voiture et ils avaient vendu la voiture en route pour pouvoir continuer leur voyage au point de vue monnaie. Et ensuite, ils se sont séparés parce qu'ils ont dit qu'on ne se fasse pas prendre les trois à la fois. Ils se sont séparés. Un est rentré, je sais exactement où Stéphane est rentré. Il est rentré à Monia. Il y a un grand champ là. Il a traversé là. Et puis, bon, M. Kudelski, alors, on m'avait dit où il a passé, mais je ne me rappelais plus. Et puis Mme Kudelski aussi de son côté, mais ils se sont tous retrouvés, donc ils n'ont pas été, heureusement, ils n'ont pas eu de problème. Si on regarde la sociologie des membres de la filière de Douvaine, ce sont principalement des hommes, donc c'est eux qui s'occupent des tâches les plus dangereuses, à part Thérèse Neury qui, elle, va jusqu'à la frontière, aide à porter les valises et fait le guet pendant que son père Joseph Lançon passe les futurs réfugiés juifs sous les barbelés. C'est une filière qui est composée majoritairement d'agriculteurs, donc ça correspond au fait que les deux villages de Douvaine et de Veigy-Fontenay sont des villages ruraux. C'est aussi une filière constituée de 2 générations. La génération de ceux qui avaient environ une vingtaine d'années pendant la guerre et qui ont été recrutés en raison de leur dévouement à l'Église, de leur croyance en la charité chrétienne et de leur appartenance au mouvement de jeunesse catholique qui était supervisé par l'abbé Jean Roset. On avait une petite ferme, on n'avait pas beaucoup de vaches, on avait 6 vaches, 2-3 genisses, un cheval, c'est-à-dire 2 pour commencer, et puis le vieux était trop vieux, ils l'ont vendu, on a gardé une jument. J'avais une vache, 2 vaches, et puis mon père était un grand valide, un grand mutilé de guerre. Alors bon moi j'ai dû quitter l'école à 11 ans, j'allais la moitié du temps, je ne pouvais pas aller à l'école. Aller à l'herbe le matin, couper, aller ramener les betteraves, et puis faire ce qu'il y a à faire à la campagne. C'est à partir de mes 17 ans, en fait, que j'ai su qu'il avait passé des enfants juifs pendant la guerre. Avant, il n'en parlait pas. C'est à l'occasion de sa remise de médaille qu'on a vraiment découvert ce qu'il avait fait. Évidemment, traverser le lac, c'est pas la même chose que de passer à travers une frontière comme à Machilly sous les barbelés ou à Veigy. Non, là, la surveillance se faisait par bateau, par vedette de la douane ou de la gendarmerie ou de la police allemande. Mais en réalité,
c'était plus la surveillance des bords du lac qui faisait qu'il y avait des patrouilles. C'est pour ça qu'il y avait un poste de douane, soi-disant, mais enfin c'était un poste allemand, à Ivoire par exemple. C'est l'histoire des pêcheurs professionnels qui, en gros, de la frontière suisse de Champs-sur-Léman jusqu'à la frontière Saint-Gingolf, ont fait passer notamment des gens pourchassés, des juifs ou des résistants à travers le lac, et à propos duquel circulaient des informations, des divagations sur le fait qu'un certain nombre de ces passeurs arrivaient au milieu du lac, balançaient leurs passagers au lac et revenaient tranquillement à la maison. C'est une légende épouvantable, inadmissible contre les pêcheurs notamment. Vous savez, ils arrivaient par le quart à 6 heures le soir. Ils arrivaient chez nous, ils mangeaient un tout petit peu, à part une fois ou deux qu'il y en a qui ont couché dans la grange puis on a eu couché à 3 ou 4, nous, frères et sœurs, dans le même lit pour laisser nos lits à des dames qui avaient des enfants, ou on ne pouvait pas quand même les laisser. Alors on leur parlait, on mangeait, il y en avait qui ne comprenaient même pas ce qu'ils nous disaient. Enfin, ils voyaient bien qu'ils étaient quand même en confiance, quoi. Et puis après, ils partaient avec mon père, et puis 2 ou 3 qui aidaient à porter les sacs et les valises. Et puis on restait, il y avait une grande haie, et puis la frontière était un peu plus loin. Alors on restait là derrière cette haie avec eux, avec leurs valises et tout ça. Puis mon père, il partait devant tout seul. Puis quand il était là-bas, il voyait passer s'il avait vu passer les Italiens, c'était tout le temps les Italiens qu'on a passé. Quand il y a eu les Allemands, ça a été fini. Alors quand il les avait vus passer, il revenait les chercher, mais nous on n'allait pas. C'était lui tout seul. Le danger encouru, c'est principalement pour le régime français, c'est des peines d'emprisonnement ou des peines pécuniaires, d'amende qui étaient versées. Pour l'occupant allemand, c'était aider des juifs pendant la guerre ou aider des résistants, c'était considéré comme un acte terroriste qui vous exposait à une arrestation et ensuite éventuellement une déportation vers un camp de concentration. Donc le risque était patent, hein, il y avait un risque quand même assez grand. Ce qui est intéressant, c'est quand on interviewe notamment ces jeunes qui se sont engagés, ils n'avaient pas conscience du risque. En fait. Il ne faut pas avoir peur, on est au courant de rien. Tu es au courant de rien, moi, j'avais ni radio, ni journal, ni football. Moi, j'ai dit, bon, je les verrai bien venir. Puis j'avais 19 ans, hein, mon petit, hein, fallait venir là. Je savais que la frontière, il ne fallait pas la passer, c'est tout. Dire que certains n'avaient pas peur, si, moi j'ai un oncle, je peux dire que le mot peur, il n'avait jamais appris, parce que il a terminé lieutenant FTP, ayant participé à de nombreuses actions. Mon père, je prends l'impression qu'il avait peur non plus, mais enfin, bon. On était tout le temps sur le qui-vive. Mais vous savez, moi, je voyais pas la portée des choses. Hein. Je croyais que c'était normal. Alors la colonie, elle est située en haut du village de Saint-Sergue, sur la route des Voirons, qui est plutôt la route des Dombres, maintenant qui est le chemin de Verbosson. Elle est sur les hauteurs de Saint-Sergue. Le passage des enfants était facilité parce qu'ils étaient qu'à 3 km de la frontière. Et il y avait une petite jeune fille qui s'appelait... Alors Francine, qui avait été déjà déportée, elle a vu partir son père, sa mère et son frère en Autriche. Elle a fait tous les camps. Dans le Midi, elle était à la Grenoble, elle est partout pour finir. La Croix-Rouge a récupéré à Grenoble.
Et elle a eu vent que la Gestapo allait faire une descente à la colonie. Donc elle a eu très très peur. Et elle s'est sauvée derrière la colonie où il y a un préau. Et ensuite il y a le ruisseau qui s'appelle le Pont-Follet. Et elle s'est cachée sous le pont. Et c'est monsieur Léon Balland qui a dit « mais je sais où elle est ». Et il est allé la chercher sous le pont. Contre la pile du pont, il y avait eu un orage, il y avait une pierre, comme la moitié de la cuisine, qui avait roulé contre la pile du pont, et puis une autre qui s'était appuyée contre. Et dessous, il y avait un trou. Alors je passe derrière, je passe comme ça, France, elle me répond. Terrible. Alors, elle est sortie, puis elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. J'ai dit, il ne faut pas pleurer, Francine. Viens avec moi, allez, viens mon petit, viens. L'orphelinat de Douvaine, qui était appelé Saint-François, qui était dirigé par le père Figuet, était un orphelinat où on cachait les juifs, qu'on mêlait aux autres enfants. Et un jour, il y a eu un débarquement d'officiers allemands et de troupes allemandes. Et du coup, ils ont caché les enfants dans le clocher de la chapelle de l'orphelinat. Et puis les Allemands n'ont pas réussi à les intercepter et à les arrêter. Et ensuite, il y avait toute une série de filières de couvents en cure, en temple, arrivaient à Annecy, où il y avait l'abbé Folliet, Camille Folliet, qui, avec l'aide de plusieurs autres personnes, ensuite les envoyait vers les différentes filières ecclésiastiques qu'il y avait le long de la frontière. Il y avait la filière de l'abbé Marius Jolivet à Coulonges-sur-Salève, la filière de l'abbé Favre, du père Favre au Juvénat de Ville-Lagrand. Et donc le père Favre, avec les autres, se sont lancés dans cette aventure jusqu'à ce que, on pense, dénonciation, le père Favre a été arrêté après une fouille de tout l'établissement, de toute l'école. Et il s'est rendu aux Allemands parce qu'il s'était caché, mais quand il a vu que ça risquait de faire du tort à d'autres personnes dans l'école et dans la communauté, il s'est rendu lui-même aux Allemands et il a été amené à Annecy. Pendant plusieurs mois, il a été dans une prison où il a écrit d'ailleurs des billets à sa famille ou à des amis. Et il a été finalement exécuté, fusillé, avec d'autres personnes, à Vieux-Gy, près d'Annecy. Donc le curé Chevrier était un ancien poilu, qui avait une haine féroce vis-à-vis des Boches. C'était le curé de Villegy-Fontenay qui, pendant la guerre, avait un comportement ambigu, ambivalent, qui était souvent le fait de beaucoup de personnes à cette époque. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'arrivée du maréchal Pétain, qui était un pétainiste convaincu, qui a fait partie de la Légion volontaire des combattants, qui constitue le prémisse de ce qui sera constitué après par la milice, tout en sachant que dans la Légion, il y a majoritairement des anciens combattants qui rapidement vont se désolidariser du mouvement et vont quitter cet organe, comme par exemple Joseph Lançon. Mais les témoignages qu'on a pu recueillir, ainsi que les archives municipales de Villegy-Fontenay, montrent que l'abbé, le curé Chevrier, était quelqu'un qui peut être considéré, selon les critères actuels, comme un collaborateur. Il fut d'ailleurs arrêté en 1950 à la fin de la guerre, en fait, après la guerre, pour fait de collaboration et emprisonné, finalement relâché. Mais c'est vrai qu'il ne se remit jamais de cette arrestation et c'est quelque chose qui lui colla à la peau et qui peut expliquer le fait qu'il n'ait pas reçu la médaille des Justes après la guerre.
et je vois crime à Saint-Sergue. Alors l'histoire de Judith, j'en ai eu connaissance en me déplaçant aux archives départementales d'Annecy pour retrouver des documents sur la résistance à Saint-Sergue. En ouvrant, j'ai lu avec stupéfaction ce qui s'était passé à la frontière de Mougins. C'est l'histoire de Judith et Richard Ephraim, un couple de juifs allemands qui ont beaucoup erré, dont Judith était passée par le camp de Gurs. Leur seule issue, c'était la frontière suisse. Ils se sont présentés donc à la frontière de Saint-Julien, ensuite à la frontière d'Annemasse. Ils ont été refoulés. Et ils ont pensé, en dernier recours, la frontière suisse à Amonia. Ils se sont présentés le 18 octobre 1942, en fin de matinée. Il y avait aussi d'autres personnes qui essayaient de franchir les barbelés. Devant le refus du douanier suisse, Judith a imploré son mari. Elle lui a dit « Tu m'avais promis. On avait dit que si on ne pouvait plus passer la frontière, on mettrait fin à nos jours. » Il la regarde affolée. Alors ils se sont déplacés un petit peu de la frontière. Judith s'est assise contre un mur. Il a tranché la gorge de sa femme et on a fait de même pour lui. Dans l'affolement, les douaniers sont venus quand ils se sont aperçus de ce crime, ce meurtre horrible. Ils ont appelé les secours. Judith était décédée et monsieur Ephraim, Richard, a été transporté à l'hôpital d'Annemasse-Ambilly. Donc en rentrant des archives, je suis allée tout de suite au cimetière et je suis tombée sur la tombe de Judith Ephraim. Elle y est toujours. On va toujours mettre des petits cailloux parce qu'on ne met pas de fleurs sur les tombes. C'est leur culture, on met des petits cailloux. Mais je me suis donné une image de ce passage. Et il y avait toujours une fleur et je lui disais c'est bizarre, on ne fleurit pas les tombes juives. Et quand le douanier est décédé, il n'y avait plus de fleurs. Je pense que c'est lui qui devait fleurir cette tombe et qu'il a eu pendant des années, mais un remords pas possible. Donc la politique suisse à l'égard des réfugiés est relativement sévère. En fait, en 1939, il y a un accord qui prévoit que les personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa soient refoulées et remis aux autorités du pays d'origine. Avant la renfile, ils les refoulent. Mais avant de les refouler, il y avait deux flics français là-bas. Deux flics français, ils ouvrent. Les deux gars, hein, tu penses qu'ils venaient de Pologne, hein, qui s'en foutaient pas mal des flics français, hein, loin. Sauter le talus à travers les champs et loin à travers le village. Saute le village, manque de Paul, il y a le fourron qui passe. Le premier saute le fourron, très bien marché. Le deuxième saute le fourron, se foule une jambe, foule un pied. Arrivé à la colonie, ils l'ont soigné à la colonie. Et attention, ils étaient condamnés, il y en a qui ont fait de la prison en Suisse et de fortes amendes. Donc, c'était pas sans risque. Il y a même eu, malheureusement, un cas grave où un douanier a fait un zèle, suisse a fait du zèle, et un jeune pêcheur d'ivoire ou de change, je ne sais plus, a été tué. Une fois que les fugitifs passaient la frontière, souvent ils étaient arrêtés par les gardes frontières ou par l'armée suisse. Ils subissaient un interrogatoire pour déterminer leur parcours et définir leur profil, car la politique suisse a évolué pendant la guerre. En octobre 1939, il y a un arrêté fédéral qui dit que tout étranger non pourvu d'un visa ou qui est entré illégalement en Suisse doit être refoulé à moins qu'il soit un déserteur ou un réfugié politique. Il est à noter que les Juifs n'obtiennent le statut de réfugié politique qu'en juillet 1944, donc ils n'appartiennent pas à cette catégorie. À l'été 1942, au moment où les grandes rafles qui sont orchestrées par la police française en France poussent de nombreux Juifs à venir en Haute-Savoie et à essayer le passage en Suisse,
il y a une réaction des autorités suisses qui décident de fermer la frontière, mais très vite il y a des mouvements de protestation qui ont lieu en Suisse et des jeux politiques qui font que la frontière est réouverte, mais à certaines catégories de population. Par exemple, les femmes visiblement enceintes, les personnes visiblement malades, les familles avec des enfants de moins de 16 ans, qui sera ensuite l'âge sera rabaissé à 6 ans, et les enfants ou adolescents de moins de 16 ans. Donc c'est pour ça qu'aussi on essayait de reconstituer des familles où par exemple il peut y avoir un couple qui n'a pas d'enfant, on leur a accolé un enfant de moins de 16 ans pour qu'il puisse être admissible selon les critères des autorités suisses. La frontière jouait un peu un rôle de filtre à cette époque. Et il y a eu des refoulements, c'est vrai, mais les recherches récentes montrent qu'il y en a eu beaucoup moins que les 24 000 annoncés dans le rapport Bergier. Les recherches actuelles montrent qu'il y en avait quelques milliers sur la frontière franco-française. Et une fois qu'ils étaient appréhendés, les fugitifs étaient soit refoulés parce qu'ils n'appartenaient pas à ces catégories, soit ils étaient envoyés dans des camps de triage, comme le camp des Cropettes par exemple à Genève, ou le camp du bout du monde, où ils resubissaient des interrogatoires, où ils étaient mis en quarantaine, et souvent après ils étaient séparés, où les hommes allaient dans des camps de travail, et les femmes allaient dans des hôtels ou dans des espaces qui étaient libérés du fait qu'il n'y avait plus de tourisme en Suisse, et les enfants étaient souvent placés dans des familles suisses. Mais les réfugiés avaient la possibilité de se côtoyer, en fait. Ils avaient des permissions où ils pouvaient aller voir leurs enfants. Donc ce n'était pas des camps d'enfermement, même s'il y a eu des camps qui avaient des conditions sanitaires plus que discutables. Ceci dit, il faut dire qu'à Hermance, il y avait des douaniers. Il n'y avait pas énormément à faire puisque la frontière était fermée, mais il y avait aussi un détachement de Landwehr. C'est clair que quand c'était les Allemands qui étaient sur l'autre rive, sur la rive française, le risque était de se faire tirer dessus. Et puis éventuellement d'être capturé et d'être expédié dans un camp de concentration. Autant d'extermination, parce qu'à cette époque, c'était la Shoah, on exterminait les Juifs dans des camps comme Auschwitz, etc. Ce qui fait qu'on a eu souvent des Suisses allemands qui ont fait la défense du pays en contrôlant les barbelés qui étaient posés. Puis après, avec moi, j'ai eu Bernat. C'était un Suisse allemand, il était beaucoup plus vieux que moi. Alors Bernat, il m'épaulait. On faisait la moitié des parcours ensemble, vous comprenez? Ben, il était boulanger à Saint-Sergue. Puis le fils, il s'était engagé dans l'armée secrète avec moi. Alors, il m'aidait. Alors, il faisait lui, de l'usage, il portait les messages. Moi, je les reprenais à Bon, je les montais à Bouège. De Bouège, je les redescendais des fois à Lucinge. Selon, ça variait, hein. Mais c'était pas tous les jours. Des Suisses se sont engagés dans la résistance française, il faut le savoir. Je pense aux francs-tireurs partisans, ils aimaient beaucoup ces Suisses qui s'engageaient. Ils venaient avec leurs fusils et ils avaient leur formation militaire, ce qui n'était pas le cas de tous les jeunes qui fuyaient le STO, qui n'avaient jamais fait de service militaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on interroge des protagonistes de l'époque, souvent ils disent « j'ai rien fait d'extraordinaire, franchement, ça allait de soi, quoi. En fait, c'était des gens qui étaient dans la détresse, donc je les ai aidés par conviction religieuse, par humanité, et il n'y a pas besoin d'en parler, quoi. » Et souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais été reconnues par l'État français après la guerre, donc qui n'ont pas eu le statut de résistant, pour les personnes où il y a eu des décès, qui n'ont pas eu des pensions. Et si on prend par exemple les mémoires de guerre du général de Gaulle,
Il y a juste une note de bas de page à un moment donné qui parle des passeurs. Sinon, le terme passeur n'est jamais prononcé dans ces mémoires du général de Gaulle. Et il a fallu attendre la création du titre de juste parmi les nations par l'État d'Israël pour que ces passeurs soient remis sous la lumière, sous les projecteurs, et que finalement on essaye d'en parler, et les historiens s'amènent à identifier. Et après, le problème du titre de juste parmi les nations, c'est qu'il est très restrictif. Il y a des critères très précis, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le titre de juste et qui ont pu après échapper et ne pas être reconnus pour leurs actions. C'est pour ça qu'il y a Michel Germain, qui est un historien local en Haute-Savoie, avec l'aide d'un rabbin d'Annecy qui a créé le titre de sauveteur de l'ombre, donc qui est beaucoup plus large que le titre de juste parmi les nations. Et il y a tout un livre qui a été écrit qui identifie toutes ces personnes qui ont aidé des Juifs pendant la guerre. Alors écoutez, il y a comme mémorial, il y en a plusieurs dans la région. Il y a un mémorial qui est situé à l'endroit où je vous ai dit, près du Moulin de Crevy. Le 12 octobre 2019, on a inauguré notre chemin des Justes parmi les nations. Pourquoi se sont-ils tus après la guerre? Je pense que c'est aussi parce qu'il y avait la volonté de passer à autre chose, souvent. C'est souvent des personnes qui ont vécu des traumatismes et qui du coup avaient cette volonté d'oublier ce qui s'était passé, de retourner à la vie normale. Mais une fois que tu arrives ici, que tu es en retraite, que tu es tout seul, eh bien ça tourne. Et ça tourne jour et nuit. Et il y a des soirs, je ne dors pas, ça me réveille. Ça me réveille.